Depuis quelques mois, j'arrivais au bout d'un cycle, me débattais pour trouver de l'air, ne pas trembler. Je le faisais souvent trembler, sans savoir pourquoi, quand venaient en moi des changements, que quelque chose bougeait dont j'aimais la puissance, l'impression fulgurante, au-delà de ses effets. Je tremblais et je frissonnais, mais ça ne se voyait pas. Les écarts intérieurs ne sont jamais vus. Galien Sarde, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous êtes l'invité de cette escale de Jeanne aujourd'hui, et je reviens sur vos mots. Les écarts intérieurs ne sont jamais vus. Oui, les écarts intérieurs, c'est les émotions les plus fortes, les vertiges, ce qu'il est très difficile de mettre en mots et qui nous échappe et qu'on a du mal à partager et qu'on souhaite parfois cacher, puisque c'est des failles qui s'ouvrent à ce moment-là. Et donc on trouve des solutions pour le dissimuler au plus tôt. Et à la fois, c'est là que se joue, c'est de là que part l'essentiel de la parole littéraire, mais avant elle-même du désir et de ce qu'il va pouvoir trouver comme pâture dans le monde réel à travers les échanges avec les autres. Vos écarts intérieurs, mais est-ce que c'est là que vous êtes ? Non, je ne suis pas là en fait. Je suis à plusieurs endroits, finalement très unitaire, Galien Sarde. Oui. Il parle d'émotions qui lui échappent, et tant mieux, elles ne peuvent qu'échapper. Et ensuite, ces émotions très vite sont captées, ces émotions, ces sensations également, on y reviendra, c'est un mélange des deux, d'ailleurs certainement d'abord des sensations qui très vite, un mélange des deux. Et donc Galien Sarde est dans cette source toujours primordiale des émotions, des sensations, pas dans l'intellect, pas dans la cérébralité, qui ensuite prend une grande importance et dont je fais ce que je veux en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, mais tout s'origine dans ce noyau incandescent de l'émotion, des sensations qui échappent. Donc Galien Sarde est là. Vous faites l'effet de quelqu'un en urgence. Vous êtes déjà presque dans une sorte de discours, à la fois pour nous raconter qui vous êtes et peut-être pour vous préserver de qui vous êtes en vrai. Pourquoi à la fois cette envie de dire et probablement une forme d'urgence en vous? Il y a de l'urgence, l'urgence de vivre, le temps passe vite, l'urgence de réussir, l'urgence de donner, l'urgence de faire rêver. Je crois que très jeune, j'étais le premier petit-fils, on va aller très vite là-dessus, c'est entendu, mais le premier petit-fils d'une famille. Mon grand-père a beaucoup misé sur moi, ma mère vivait par procuration en grande partie à travers moi. Vous avez une charge qui a pesé. J'ai reçu une charge énorme et également une charge d'amour, c'est ambivalent, donc il a fallu se dégager, ça a été toute la difficulté. Je suis encore dans cet entre-deux, mais il y a une charge d'amour et j'ai très vite, comme dans toute famille, il y a des choses qui marchaient, d'autres pas. Et je suis très vite devenu fabulateur dans le sens le plus beau, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai appris à le dire, mais dans le sens de faire rêver les gens. Oui. Raconter pour améliorer la vie, pas gommer les problèmes, c'est totalement faux, mais leur donner une légèreté et rendre heureux ma mère, hein, qui était dépressive par moments, rendre fier mon grand-père, mon père, je vais oublier personne dans ma famille, et j'ai très vite repris ça à ma charge, et je crois que mon urgence première, c'est bien sûr d'être heureux, moi je ne m'oublie pas, mais c'est de donner. Vous avez une gratitude. Oui, elle est immense, elle sera éternelle. Voilà. Oui, les autres comptent. Donc c'est aussi votre moteur, la gratitude. Tout à fait, et les autres et la gratitude, exactement. Voilà. Et les partages donc que ça induit. Vous êtes enseignant et vous êtes écrivain. Oui, c'est ça. Un livre, Échecs et maths, dans cette belle édition, jeune édition mais magnifique des Fables fertiles. Le titre de votre livre, il y a déjà un mort. Maths, c'est mourir. Pourquoi la virgule après échec? Quelque chose se passe déjà à cette virgule qui interpelle. Oui. Qu'est-ce que cette virgule? Alors c'est une trouvaille heureuse de mon éditeur que je salue une première fois. Il y aura peut-être une fois Guyliane Day, exactement. Je lui ai proposé le titre brut, Échecs et maths, qui contenait l'essentiel, mais effectivement il était intéressant de mettre une virgule pour déjà rentrer en littérature, briser l'expression toute faite, un peu attendue, un peu trop attendue, et chemin faisant, j'ai vu des effets collatéraux heureux dans cette trouvaille instinctive et encore une fois heureuse de l'éditeur, notamment 2 ou 3. La première, c'est que c'est programmatique, esthétique, cette virgule, c'est rien et c'est tout. Ça renvoie au style syncopé, heurté du roman. Oui, voilà. On y reviendra, ce temps de retard permanent qu'a le narrateur héros, et on est embarqué comme avec une caméra embarquée au cinéma dans cette Jeep qui va très vite. Et tout donc est très nerveux, et encore une fois le narrateur héros, Théo, se reconfigure à vitesse grand V puisqu'il fuit un monde totalitaire dans lequel il était emprisonné, endoctriné, et il découvre petit à petit des pans de vérité qui lui échappaient, et il doit à 100 à l'heure se reconfigurer puisque son monde s'effondre et il faut très vite en reconstruire un. Mais il y a toujours une issue, tant qu'il y a échec, il y a issue possible, et on entend déjà ça dans le titre. Ouais. Alors, l'écriture aussi, mais on en a parlé, vous m'avez répondu, est une cadence. Est-ce que vous écrivez
d'un jet, enfin bien sûr pas tout le livre, mais quand vous vous mettez à écrire, ça vous prend comme ça ou bien vous mettez des post-it, vous avez des idées, comment vous l'écrivez? Je suis rentré, alors je vais répondre en 2 temps, je suis rentré en écriture à 27 ans, en écriture en prose, puisque j'ai écrit beaucoup de poèmes avant, Oui. dont on reparlera ou pas, et quand l'écriture en prose s'est invitée, la première chose que j'ai cherché instinctivement, c'est le style. Et ça reste clé dans ce que j'écris, donc la cadence, le rythme, les proportions des mots et leur musicalité. Et c'est cette pulsion, je reviens à l'urgence, à ce noyau incandescent, cette envie de donner, d'être dans les mots, qui vient s'inviter dans des fragments, des syntagmes plus ou moins longs et qu'on harmonise. Et c'est là que se joue l'écriture, vraiment dans cette avancée par syllabe. Oui. Vous semblez un homme calme. Je le suis. Oui, vous le dites. Vous semblez un homme calme. Votre communication sur votre livre que vous tenez vous-même, elle est très bien faite dans le sens où elle est prise en main par vous-même, elle est belle. Ce livre, il vous tient à cœur. Mais en même temps, vous ne voulez pas, parce que vous mettez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc., vous ne voulez pas rester uniquement dans ça. Donc vous nous promenez, on a droit à des couleurs, on a droit à des paysages, on a droit à des lumières, on a droit à des crépuscules, à des nuits surtout. Dans ce livre, parce que vous revenez toujours au livre, c'est comme si vous alliez faire une grande promenade, respirer, et je reviens à ce monde intérieur qui est le mien, parce que c'est là que vous êtes. Il est lyrique, ce livre, il est fou. C'est doublement vrai. Lyrique à un point extrême, et donc fou. Oui, et j'aime beaucoup sa poésie aussi, et puis quelque chose de très beau. Vous avez des descriptions. Sur le chemin, il y aura aussi des scorpions, des murènes, des rêves et des cauchemars, et la peur omniprésente. Mais surtout, il y aura le regard d'Eurydice, ce regard qui aiguillonne les autres et qui les oriente bien loin du réel immonde. Eurydice. Oui, c'est l'âme du roman, une des âmes du roman, effectivement, une figure tutélaire qui rejoue le mythe d'Orphée et d'Eurydice d'une façon originale. Elle vous touche, Eurydice? Pardon? Elle vous touche, Eurydice? Elle me touche énormément, c'est une femme magnifique, et qui est dans tous les sens du terme. Oui. Et oui, c'est une figure féminine. Toutes les figures féminines du roman m'ont échappé, et c'est le travail du roman. Je suis allé à la recherche de mères avec un grand M, on peut penser à Goethe, de sœurs, et surtout de belles femmes, bien au-delà du physique. Bien sûr que ça commence là, mais que des femmes plus grandes que nature et qui servent de C'est votre mythologie. Oui, oui, exactement. On peut bien sûr y voir ma mythologie. Mythologie de l'amitié, de l'urgence, de la liberté, de la quête, de la fuite, et mythologie de l'amour et de l'admiration, de la douceur. Oui. Le réel immonde. La réalité est immonde? La réalité n'est pas immonde du tout. J'ai longtemps cru qu'elle l'était, ou qu'elle pouvait l'être, n'exagérons rien, sinon elle était très ambivalente, elle demeure, elle le sera toujours, mais le réel, c'est pas la même chose. Pour le dire vite, le réel, c'est l'objectivité pure, ce qui nous échappe de toute façon. La réalité, c'est les fictions qu'on appose collectivement au réel pour le rendre transmissible, échangeable. La réalité, c'est le temps politique, c'est le temps historique. Par l'écriture, par vos romans, vous voulez soigner la réalité pour l'autre, pour le lecteur, comme quelque part, vous voulez réenchanter votre maman qui avait peut-être un peu de dépression, votre grand-père qui vous a cru en vous, vous avez eu beaucoup d'amour, vous avez une dette d'amour. Oui, je sais. Donc c'est aussi terrible que parfois les dettes de non-amour. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et le public fait partie de ce que vous voulez aussi. Oui, et à travers la littérature, tout est lié là, effectivement. Il y a une demande et une envie de donner, effectivement, qui est énorme et qui est démesurée, enfin pas démesurée, mais très très forte. Oui. Vous dites dans une interview, j'ai écrit pour me quitter moi-même. Pourquoi vous voulez vous quitter vous-même? Alors je ne me souviens plus où j'ai écrit ça. Je crois que c'est dans Lettres capitales. Mais oui. De toute façon, je vous suis et je vais faire résonner me quitter moi-même. Alors, je dirais pas ça en fait. Donc je l'ai dit et c'est comme ça. J'écris pas pour me quitter moi-même du tout, mais pour mieux me retrouver et mieux retrouver le monde. Tout à l'heure, vous disiez à juste titre que j'essayais de m'emparer. Alors au début, en partant de très très loin, on y reviendra, en allant dans la fiction, de revenir vers la réalité. D'abord pour moi, y trouver une place. Pour interroger les codes de la réalité, au plan socio-administratif, politique, dans toutes les violences, les lignes de force qui structurent la réalité, où j'avais peu, voire pas de place pour me mettre, puisque j'ai très tôt été sensible et artiste. Et il a fallu trouver de l'air, des poches, et mieux comprendre également tout ce qui m'échappait. Et c'est la fiction qui m'a aidé à ça. Et effectivement, très vite, et ça continue en parallèle, et de plus en plus, le lecteur est clé, je continue à essayer d'habiter, de pénétrer
la réalité grâce à la fiction, je quitte la réalité grâce à la fiction pour mieux la retrouver. Et ce qui m'intéresse maintenant le plus, c'est plus la fiction en soi, c'est la réalité. Et donner des poches de liberté, ouvrir des possibles pour mes lecteurs. Ceux que je m'ouvre sans y réfléchir quand je m'embarque dans l'écriture. Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un de solitaire? Oui et non, en fait, pas du tout, je serais tenté de dire, jusqu'à l'âge étudiant, adolescent, post-adolescent, avant d'être mûr, et je ne sais pas si je le suis encore, et peut-être que je ne serai jamais, et tant mieux, mais il faut grandir malgré tout. Et je dirais, non, j'ai vraiment besoin des autres. L'amitié, pour moi, est clé, c'est ce qui donne tout, peut-être, ou presque. La famille peut être un ami, mon père peut être mon meilleur ami, cette magique formule de Simenon. Oui. Finalement, peut-être qu'un père c'est son meilleur ami, mais on le découvre trop tard et oui. Mieux que ça, mais voilà, quelque chose. Et pareil, mère-fille. Alors justement, pour la formule, je reviens à votre formule du récit. Vous avez emprunté à Maurice Blanchot, je prends juste une partie. Vous dites le récit, c'est de déloger des vérités. C'est ça le récit? Oui, tout à fait. Alors ça, on a eu des discussions très intéressantes avec William Day, mon éditeur. J'y reviens rapidement et je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. C'est immense, Blanchot, et cette question du récit, du roman. Je suis romancier. J'ai été poète, je peux encore l'être un peu. Éventuellement, j'ai écrit des nouvelles. Ça compte, mais vous êtes poète dans votre écriture aussi. Alors, il faudra qu'on en reparle. Oui, ça compte, l'écriture, la matière. Et pour mon éditeur, à juste titre, il est éditeur avant tout de récit. Mais je suis plus attaché au roman qu'au récit. Mais c'est une question là de définition. Et effectivement, selon Blanchot, et je m'y retrouve pleinement, j'écris des romans qui contiennent des récits, dans les deux sens du terme, parce que ça raconte une histoire avec l'intrigue conte. Dans Échec et Mat, on a quelque chose qui avance très vite, avec beaucoup de zones de mystère, beaucoup de suspense. Et il y a également, j'y reviens, cette dimension où le récit, alors qu'on peut le suivre au premier degré, et c'est aussi fait pour, c'est un plaisir immédiat très fort, élémentaire, sensible, sensuel, contient d'éloges, effectivement, des moments de vérité élémentaires, forts, des fragments de fables, de mythes, et qui surgissent. Et c'est là qu'on rejoint Blanchot, et l'écriture est assez fragmentaire, il y a peu de flux continu, on est dans des flashs, des moments forts. Proust. Des visions. C'est indéniable, vous êtes fou de Proust. Oui, Adam prodigé, jeune fille en fleurs, et tant retrouvé mais mon Proust. Alors, racontez-moi Proust. Je ne vais pas rentrer dans la si belle description d'un extrait que vous avez mis sur votre page. Mais Proust, pourquoi Proust? Vous pouvez peut-être en lire une toute petite partie sur les Lumières éventuellement. Mais au milieu de la terre grasse, humide et campagnarde, qui eût pu être au bord de la Vivonde, n'en avait pas moins surgi exact au rendez-vous, comme toute la bande de ses compagnons, un grand poirier, qui agitait en souriant et opposé au soleil, comme un rideau de lumière, matérialisé et palpable, ses fleurs convulsées par la brise, mais lissées et glacées d'argent par les rayons. Oui, lumière magnifique. Alors Proust, avant de revenir, je ne sais pas si je pourrais beaucoup faire parler ce passage-là, et c'est pas grave, il parle en soi, mais Proust, c'est le plus grand écrivain français qu'on ait eu. Bon, alors ça veut tout rien dire, ça c'est des formules à l'emporte-pièce qui méritent d'être discutées. Vous avez lu Proust à quel âge? Vraiment lu Proust? J'ai découvert, alors... Parce qu'à l'école, vous avez dû apprendre. Oui, bien sûr. Alors j'ai été très mauvais lecteur longtemps. Voilà, parce qu'en fait, là je peux très vite le dire, j'ai été très bon élève, peut-être trop bon élève, j'ai rapporté que des meilleures notes pour faire plaisir, faire rêver. Voilà, exactement. Et à un moment donné, donc ça c'était primaire, collège, et puis l'adolescence est arrivée et j'ai voulu me trouver. Et là j'ai fait exprès, je me suis saboté comme beaucoup de bons élèves, et puis j'étais dans une petite ville où il était dur, je pense avec humour au Rouge et le Noir et à Julien Sorel. C'est dur d'être un intellectuel et de réussir à l'école en tous les cas, dans un milieu en bosse profonde. Et en ayant été couvé, en plus, donc en n'ayant pas toutes les clés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a eu des heures difficiles au collège, c'était déjà mieux au lycée. Puis finalement, la poésie, Lautréamont, Baudelaire se sont invités en seconde. Et puis là, vraiment, ça a été un déclic énorme. Et j'ai vu où je pouvais devenir libre et comment devenir libre, une méthode. Et je lisais peu de prose parce que j'étais feignant. J'avais une vie très bohème. Ça a duré et par moments, j'ai encore des poches bohèmes qui sont... Voilà. Et un travail de fond, je n'étais pas prêt à le fournir pour plein de raisons. C'était pas le moment, et malgré tout, Proust et Dostoïevski, je le mets à côté, à l'âge de 20 ans. Voilà, je réponds directement à votre question, je suis tombé dedans, bien que n'étant pas outillé et prêt à, et c'était tellement fabuleux, bah oui, j'ai lu La Recherche, enfin les 3 premiers tomes et demi, je me suis arrêté au milieu de Sodome et Gomorrhe, la première fois, entre 20 et 21 ans,
Il y a eu Crime et Châtiment et les frères Karamazov en parallèle. Et là, j'ai vu que le roman pouvait être au moins aussi immense que la poésie. Il a fallu du temps pour le rejoindre et être prêt à, mais voilà, ça a été la première. Et puis après, j'ai relu l'intégralité de Proust en Italie, près d'une magnifique piscine, en Toscane, un été enchanteur. Oui. Et puis il y a eu une autre lecture après, Il ne quitte plus jamais, comme Montaigne, comme Stendhal. Galien, les chambres éphémères reviennent souvent comme un périple. Et on a l'impression que c'est des routes de nuit, où il y a des lumières un peu floues, un peu au peur, quelque part, et il y a les chambres. Et parfois on voit des couloirs avec beaucoup de rouge. Enfin, vous avez beaucoup comme ça, des plongées qui sont. On a toujours l'impression que vous êtes là dans ces plongées. Qu'est-ce qu'une chambre éphémère? Est-ce qu'elles sont en vous? Est-ce qu'elles existent vraiment? Ouais, il y a plein de questions là. Qu'est-ce qu'une chambre éphémère pour vous? Alors, une chambre éphémère, c'est. Il y a tellement, je fais le tri, une chambre, de toute façon la chambre c'est une métaphore de l'intimité, bien sûr. Voilà, du fort intérieur, donc elles sont en moi, les images évidemment, et l'extérieur vient faire écho à ce qui est là et que j'ignore, et en fait, alors je vais peut-être pas répondre dans l'ordre, mais n'hésitez pas ensuite ne vous inquiétez pas. À aller chercher. On n'est pas là pour être en ordre. Là, ce que j'ai fait sur Facebook depuis un an et demi, il y a eu d'abord des nouvelles poèmes, ça a fait un cycle qui verra le jour un jour, que j'ai retravaillé, ça a été en réponse d'ailleurs à une crise personnelle, la fiction, l'écriture est une façon de résister à la réalité et d'y avancer. Donc c'est un refuge dans un premier temps, c'est une recherche de beauté, de sens, et c'est une façon de mieux y retourner, ressourcer, et en trouvant ces poches, encore une fois, d'air qu'on ne trouve pas sinon. On fait jouer... donc ça a été une résistance. Il y a eu des choses dans ma vie personnelle qui ont duré, qui n'ont pas été faciles du tout, et je me suis jeté dans l'écriture sans m'y attendre. J'étais en train d'écrire un roman que je vais reprendre, et le roman a été mis de côté pour ces pulsions quotidiennes. Pourquoi ces paysages où vous avez... il y a une chose qui m'a frappée. Vous avez la lumière de la pharmacie qui est allumée. On a l'impression que vous avez besoin qu'elle soit ouverte, cette pharmacie, que la lumière soit claire, pas éteinte. Vert ouvert, voilà. Une ouverture à la résurrection. Il faut toujours un chemin. Et vous avez besoin de passer devant cette pharmacie comme si vous en avez besoin. Oui, le soin, on y revient, l'écriture soin, voilà. Le soin, aller mieux, soigner la vie, la valeur. Care. Oui, le care, exactement, et pourquoi pas le care égyptien d'ailleurs. Oui. Je crois que vraiment il y a une conception au-delà de moi, tout ce qui contrastera au-delà de moi, de toute façon ça part de moi, mais c'est pas intéressant si ça s'arrête à moi. J'ai évolué, j'ai commencé par écrire, et je le regrette pas et je le fais encore, parce que c'est le côté transgressif de l'écriture et qui permet de prendre une distance en valorisant l'art pour l'art, et la beauté plus que tout. Moi, vous me faites l'effet d'avoir un road trip, c'est-à-dire un chemin intérieur-extérieur, et vous êtes en mouvement, en permanence. Oui. Et ces chambres éphémères, parce que souvent on les voit de dedans, on voit des couloirs. Oui. Sur le côté, il y a des chambres. Alors, les couleurs favorites de Galien, c'est le rouge, le vert, un certain bleu. Oui. De temps en temps, on a des couchers de soleil, des levées, des aubes magnifiques, mais c'est un homme de nuit. Oui. On a l'impression que tout se passe la nuit, et c'est mystérieux. C'est vrai. Il se passe des choses la nuit. C'est vrai. Dans votre nuit personnelle, sans qu'elle soit du tout négative. Tout à fait, les rêves me fascinent. Oui, l'inconscient, alors c'est un grand mot et c'est trop connoté psychanalyse. J'adore la psychanalyse, mais c'est pas la question, je suis pas psychanalyste. C'est vraiment laisser sortir ce que je sais pas, grâce à l'écriture, pour apprendre plus que moi et aller vers plus. Et pour revenir à... C'est vraiment intéressant ces passages. Le but, c'est bien de trouver des brèches, des passages dans la réalité. Et donc, c'est un combat permanent pour une avancée permanente à travers les mots, l'esthétique. Et je me fais... pour revenir à... ce sera peut-être la meilleure façon d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce que vous mettez en jeu là, qui est énorme et multiple. Je prends une photo à l'instinct. C'est un déclic esthétique qui est là et qui s'impose à moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Et une fois que j'ai fait ce déclic, voilà, je la retouche très légèrement ensuite pour qu'elle puisse parler, je l'objective. Et elle contient, je vais dire que c'est un corps atmosphérique. Elle contient des sentiments, des sensations et des émotions qui m'échappent. Il y a des particules dans vos photos. C'est ça, et qui viennent se dire là à l'extérieur. Oui. Et après, grâce à l'écriture, je pars à la recherche des raisons qui m'ont fait être touché de ce déclic. Pourquoi ce déclic en fait? Et c'est là que l'écriture fictionnelle, soit à échelle courte et concentrée par la poésie, soit à échelle un peu plus longue narrative, part à la recherche des raisons profondes de ce corps esthétique. Et donc, il va falloir, de ce corps atmosphérique, tenter de faire correspondre, et à une autre échelle, le roman c'est pareil, une échelle beaucoup plus grande, à une autre temporalité, faire correspondre à ce corps atmosphérique qui échappe un corps verbal. Et tout le travail est là.
finalement. Je crois que vous avez exactement dit là ce que vous faites. Je crois. Oui. C'est en tous les cas, et sans prendre de grands mots, c'est vraiment ça. Et on est dans l'organique, on revient sous. Bien sûr. Et c'est la vie qui compte, c'est la vie, les pulsions. Alors, vous écrivez « Soufflez fort, profondément. L'énergie fuse sur la ligne de crête des épaules du jour. Les gestes sensuels arrivent, les mots vifs, la grâce turquoise, automnale. » C'est magnifique. C'est un pollen pour vous, les mots? Oui, c'est un pollen. Fab Fertile, un clin d'œil à ma maison d'édition dans laquelle je suis très bien inscrit. On y reviendra peut-être, mais je suis ravi puisque ça a mis du temps. C'est peut-être le moment de le dire aussi pour comprendre un peu. J'ai écrit depuis longtemps et j'ai eu une accroche très forte avec Irène Lindon, à l'époque où elle officie encore. Elle travaillait encore aux éditions de Minuit, très très fort. Bon, ça a été fondateur, j'étais pas prêt, j'étais jeune, ça a failli aboutir, mais le livre, selon elle, était encore un peu trop dur à vendre pour un premier livre. Hein. Bon, il fallait que je grandisse certainement, j'étais triste, c'était dommage, j'en rêvais tellement, et ça m'a fait me poser beaucoup de questions pourquoi j'écris. Et je crois que c'est bien que ça ne soit pas passé si jeune, et peut-être comme Gillian, vous voyez des parallèles. On a continué à se construire malgré tout et on savait ce qu'on voulait très fort. Et là, j'ai trouvé une ligne éditoriale dans laquelle je peux parfaitement fable, fiction et guérir, faire du bien à la vie en partant du noir et sans du tout occulter le noir parce qu'après sinon c'est mensonge, c'est facilité. Donc oui, c'est ça, oui, c'est vraiment un pollen, c'est mettre de la vie. Faire papillonner les sentiments et puis des paillettes de jouissance. Je reviens un peu sur l'impression que vous donnez. Vous faites gendre idéal. Et en même temps, c'est un homme, non pas tourmenté, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, en quête. Oui. Alors, ce gendre idéal a beaucoup de bougeottes. Il n'est pas aussi lisse qu'on le pense, vous l'avez dit, on l'a vu. Et il est surtout dans cette urgence. On le voit dans votre façon de parler, dans votre façon de nous raconter, tout. C'est très émouvant d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que vous avez la cadence aussi verbale, entre guillemets, de l'urgence pleine. Qu'est-ce qui bouleverse Galien Sarde et qui bouleverse, je dirais, cette licitude qu'on voit à l'extérieur? Tout ce que vous nous avez raconté, bien sûr. Mais il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment peut-être déchiré. Oui, on le sent. Oui, vous avez raison. Sans que ce soit une déchirure dramatique. Hein. On n'est pas dans la dramaturgie. On en a tous, oui, bien sûr. La réalité, très longtemps et encore maintenant, mais c'est beaucoup moins gênant puisque justement je suis arrivé à un niveau de maturité au moins créatrice, pas du tout fini heureusement, il reste plein de choses à faire, mais qui font qu'il y a beaucoup plus de distance et d'outils qui font que c'est moins douloureux, mais créer c'est bien sûr, la réalité m'a très longtemps déçu, comme elle déçoit quasiment tous les jeunes et notamment à l'adolescence, on veut toujours plus. Plus pas forcément, et même je dirais que ça c'est la surface qui compte pas de l'iceberg, plus émotionnellement, plus esthétiquement, et l'écriture m'a apporté ça, c'était le surcroît, le surplus, la plus-value de rêve que je rajoutais, et au début c'était artificiel et pas grave, parce que l'art peut être artificiel et magnifique, il y a plein de façons de se positionner en art, mais principe de plaisir, principe de réalité. Quand on veut vraiment être heureux, c'est finalement peut-être la plus belle des quêtes, la vie, être heureux. Et ben j'ai pas arrêté de rapprocher sans vouloir y mettre de la mauvaise sagesse, parce que là on devient malheureux, faire rapprocher mes fictions de la réalité et rapprocher le principe de plaisir du principe de réalité. Et je souhaite porter au plus haut, au plus fort et conserver mes fantasmes. Mes peurs, mes fictions, les laisser me hanter toujours aussi fort, mais en tâchant de leur donner des débouchés toujours plus... Vous êtes un homme hanté. Enfin, oui. Il faut que vous faites l'impression. Oui. Un grand émotif qui se soigne. Oui, c'est exactement ça. Qui fait tout pour avancer, qui a tellement envie d'avancer, qui aime tellement la vie et qui aime tellement les autres, qu'effectivement, je trouve toujours la force de rebondir et de... malgré... En même temps, plein de petites morts. Ouais. Je trouve quelque chose de très touchant. On a l'impression que malgré tout l'amour dont vous avez bénéficié et la vie que vous avez autour de vous, que vous avez peur d'un abandon quelconque. Oui. L'abandon vous hante quelque part. Et vous êtes sur ce bord de route oui. où vous avez besoin qu'une voiture passe et vous prenne en stop en quelque sorte. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je laisse la chose résonner. Je laisse résonner, c'est juste. J'ai rien à rajouter, mais bien sûr. Peut-être que d'avoir reçu autant d'amour, et c'est encore une fois avant tout une chance, derrière on en veut énormément, on en a oui. tout, et quand on n'a pas la dose attendue, on est un drogué en manque. Et voilà. Alors, je reviens à votre livre très rapidement, parce que lui, il faut que les autres le lisent et découvrent. On a déjà dit un peu quelques petites choses dessus. Échec et maths, ce sont vos démons? C'est mes démons et c'est mes anges.
Oui. Et plus mes anges que mes démons. Oui. C'est les deux, bien sûr. Les deux, hein. Oui. Échecs et maths, on peut en parler avec grand plaisir. C'est un livre tragique, je ne vais pas en dire plus, et qui pourtant pour moi est plein de lumière et de grâce. Et je l'ai avant tout écrit pour mettre en mots et en images des moments de grâce. Et les moments sombres, voire très sombres, par contraste, sont là pour justement exalter les moments de grâce, les stases, extases, oui, on en avait parlé ensemble. Oui, oui. Voilà, donc c'est plus mes anges que mes démons. Mais pour qu'il y ait des anges, il faut des démons. Bien sûr. Et c'est un monde très aquatique. Oui. L'eau joue un rôle important. Oui, oui. C'est mon élément clé avec la terre. Oui. Enfin, mes éléments préférés, en tous les cas. Pourquoi l'eau ? L'eau, certainement le liquide amniotique, oui. et la fusion avec la mer, qui a été dure à quitter, très dure, oui. et qui n'est peut-être pas totalement quittée, qui ne sera peut-être jamais, il faut faire avec. Et ça donne aussi une force faiblesse. Donc je crois qu'évidemment ça, et puis très vite, c'est lié, j'ai adoré nager, j'adore encore nager. J'aime l'élément liquide, et l'élément liquide, oui, peut-être que ça peut être intéressant à dire. J'ai besoin de oui. filtre quand j'écris cathartique. Oui. Alors, c'est un mot géant, on va essayer d'aller vite. Cathartique, filtrer les émotions, filtrer les sentiments, et justement mettre un écran de beauté vraie. Sinon, ça ne marche pas, et l'eau est très cathartique. On va jouer maintenant, comme d'habitude, à des questions-réponses. Un jeu, c'est pour faire rapide. Je vous donne je dis un mot, c'est même pas question-réponse, je vous donne un mot, vous me répondez par un autre. Sarde. Méditerranée. Fable. Fiction. Être traversé. Être. Souffle. Poésie. Soupape. Bol d'air, bouche d'air, bouche d'air. Enseigner. Saigner. Route. Filet. Soie. SOIE. Préciosité. Et jouissance du toucher. Maintenant, aussi, il est d'habitude dans l'escale de Jeanne d'avoir une chanson ou une lecture. Qu'est-ce que vous nous direz comme ça, a cappella d'un coup? J'ai rien, je ne chante pas du tout, ou alors sous ma douche comme tout le monde. Oui, mais quelle chanson par exemple? Qu'est-ce que vous fredonnez souvent? Ça peut être... Avec mes filles sous sol, mais je ne vais pas pouvoir fredonner, mais je vais répondre à votre question malgré tout, et je fredonnerai un jour, je danserai même, si vous voulez, et je ferai les deux en même temps. J'adore votre gratitude, enfin vous me promettez pour que je ne sois pas triste. Ah mais j'en serais ravi. J'adore. Ah mais vraiment, et je le ferai avec grand plaisir. Vraiment, on a toujours cette impression que vous devez quelque chose à l'autre. Oui, et puis j'ai envie de partager. Voilà, ce partage justement. Alors qu'allez-vous offrir aujourd'hui? Alors, à défaut d'une chanson qui viendra avec grand plaisir, mais quand même rapidement, parce que ça compte beaucoup. Oui. Alors, contrairement à Gillian, qui a la chance d'être un peu outillé, qui a une belle voix, qui lit bien, et qui était musicien, moi, rien de tout ça. Mon frère a un très bon niveau de musique, mais il n'est pas là. Je suis très attaché j'adore la musique classique, on y reviendra, j'adore le jazz. Toute musique offre des choses différentes. Il a fallu du temps pour tout faire cohabiter, parce que c'est pas facile quand on aime le rock. Bon, et j'arrête pas de chanter, j'aime plein de choses. Je peux vous proposer, ça vaudra ce que ça vaudra, mais on est déjà un peu dans l'irisme, de lire un petit texte. Soit un extrait d'Échecs et maths, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui me dites, c'est vous qui décidez. Peut-être que le mieux c'est de partir sur un des petits poèmes que j'ai pu poster sur Facebook et essayer de le faire. Vous l'avez avec vous ici? Oui, je l'ai ici. D'accord. Vous avez vu mes autres escales, donc vous savez que je pose ces questions en général. Et c'est pour ça que j'ai pu m'embrouiller. Vous avez pris vos précautions. Pour ne pas être totalement... Faut que je le retrouve. C'est pas grave, on a le temps. Très bien, oui. Les couloirs, le rouge, c'était pas celui que j'avais prévu de lire, je vais peut-être mal le lire vu que ça fait longtemps, mais peu importe. Atlantide. Une fois de plus, j'avais soif. Soif de rouge, de fuchsia. À ma gauche flottait une fenêtre, fontaine verticale. Et face à moi, à ma soif profonde, plongeait une coursive brûlante, gardée par un fanal et dont l'ouverture en plein cintre tanguait nuitamment. Un sas d'inconscient m'y guettait, je le savais, au-delà duquel pulsait une porte verrouillée, rescapé inconnu d'une Atlantide sensuelle, nébuleuse. C'est très beau, ce rouge, cette plongée dans le rouge. Rouge, ouais, c'est ça, exact. Plongée dans le rouge, exactement. Vous avez des plongées magnifiques, vraiment. Est-ce que un nouveau livre est en cours?
Oui, oui, et il y en aura toujours en cours. Il faut avancer, la route. Il est très avancé, il est même pour ainsi dire abouti. Il reste à affiner les détails, je ne vais pas rentrer dans le éditorial, mais exactement, je ne donne pas même le titre, mais dès le premier semestre 2023, un nouveau roman. On va attendre avec joie. Voilà. J'ai le sentiment qu'il faut vous lire pour vous connaître. Vos livres, votre écriture, vos petites phrases par-ci, par-là, de ci, de là, nous apprennent plus sur vous, peut-être, qu'une longue fréquentation. Enfin, j'ai l'impression que c'est là où vous êtes. Le souffle, parce que vous avez beaucoup parlé de souffle. Le souffle toujours. Où s'est-il coupé, votre souffle, Galien Sarde, à un moment? Parce qu'il s'est coupé, on le sent. Il s'est coupé jamais longtemps, mais il y a eu plein de syncopes, effectivement, plusieurs syncopes. Il s'est coupé une première fois quand j'ai dû me réinventer, justement, adolescent, quand il a fallu quitter les bonnes notes et le trop de gratitude, la mauvaise, si toutefois elle peut être mauvaise, gratitude, et où le monde s'est ouvert à moi, pour lequel j'avais aucune clé, comme plein d'adolescents. Et donc là, le souffle s'est coupé et il a fallu trouver un second souffle, une première fois là. Ça a peut-être été la plus grande coupure, le plus grand hiatus, donc la plus grande coupure de souffle, qui s'est prolongée à l'âge étudiant, et ça va rejoindre échec et maths. Alors je suis absolument pas Théo et encore moins maths, mais j'ai découvert la liberté, enfin on la découvre par étapes. Bien sûr. Jeune, on l'a déjà, mais et donc là il y a eu aussi quand j'ai été étudiant, le souffle a été coupé par la liberté et j'ai réinventé. C'était une apnée, donc la liberté, un sentiment. Il y a eu des moments d'apnée, bien sûr, où le souffle était très dur à trouver. Il y a eu des phobies, il y a eu des impasses, des peurs de mourir, symboliquement. Bien sûr. Vous avez peur que votre maman meure? J'ai eu ça aussi, hélas, elle est décédée d'ailleurs. Elle est décédée, hélas. Désolée, en 2015. Non, rassurez-vous, aucun problème. En 2015, un peu de temps est passé, puis c'est la vie. Mais il a fallu, l'écriture m'a aidé à travers des poèmes brefs tous les jours et l'écriture m'ont permis de trouver un autre souffle. Donc, et vous reprenez, vous êtes un bon papa. Vous êtes. C'est pas à moi qu'il appartient de le dire, mais je suis ravi d'être père et vous en parlez de vos enfants avec compte énormément. Joie. Avec une joie immense. C'est le plus important que l'écriture et certainement encore plus important que l'écriture si c'est possible. Et oui, je suis un père heureux. C'est bien. Ravi. Donc. Vous avez récupéré un peu de ce souffle. Oui. Je trouve toujours plus de force dans mes fragilités et je suis très heureux. J'ai une chance énorme. J'ai souffert comme tout le monde et pas qu'un peu, et moins que certains. Peu importe, il n'y a pas de compétition en termes de souffrance. C'est un débat vain. J'ai souffert, je souffrirai encore et pas qu'un peu vu que je suis sensible. Et à la fois, j'atteins régulièrement des moments, ça serait pas exagéré de le dire, d'extase et partagé. Et voilà, ma vie est faite de ça. Et elle sera toujours faite de ça, et avec le temps, avec l'écriture, avec un peu plus de maîtrise, un peu plus de maturité, avec des rencontres, on apprend à toujours être un peu moins malheureux et heureux, de garder les extases, mais avec un côté moins implosif, et j'avance. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire déjà, à tenter de vous connaître à travers tout ce que vous écrivez, parce qu'il y a comme ça, comme des petites balises que vous laissez. C'est le mot, bravo, donc, des balises. Des balises. Baliser l'océan de la vie. Voilà, et chacun trouve peut-être quelque chose, du moins passe, enfin vous laissez vos balises. Voilà. Chacun est libre, exactement. Voilà. Chacun est libre. Et ces photos vraiment m'interrogent beaucoup parce que ce sont vraiment des plongées très, très colorées, très floues, et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette interview. Et j'ai compris où était votre frontière par rapport à ce que vous avez reçu, ce que vous voulez rendre. Un grand merci. Vraiment, je suis ravie. Je suis ravi également, Jeanne, vraiment. Et bonne chance. Et nous allons finir avec la musique du générique d'Alain Warraud. Galien Sarde, vraiment un grand merci. Merci, Jeanne. Merci.